comment se protéger efficacement contre une force, une autre personne qui nous atteint au niveau du plexus solaire et provoque des maux de tête atroces, maux qui se situent au-dessus du crâne plus précisément. Dans tous les cas de problème, bon, parce que là, on touche un sujet qui est très lié au thème de ce soir et qui nous introduit dans tout un domaine d'action, tout un champ d'action que l'homme peut atteindre lorsqu'il a ses esprits en main, si vous me permettez l'image, qui est celui de ce qu'on appelle traditionnellement l'exorcisme, mais qui est un mot qui est très loin de la réalité. C'est-à-dire que lorsqu'on entend le mot exorcisme, on voit tout de suite des images, des schémas qui sont par exemple ceux de Exorciste 1, Exorciste 2, bon, ce genre de film, et on n'a pas une idée objective et une idée valable de ce que représente l'exorcisme. L'exorcisme, c'est pas seulement l'épée, le sel consacré, les étoiles et tout ça. L'exorcisme, c'est une attitude d'esprit, c'est une attitude de vie aussi, c'est une façon de fonctionner dans le monde de manière à ce que nous soyons nous-mêmes régents de notre propre être et qu'on se laisse pas affronter ou qu'on ne se laisse pas influencer par ceux que notre ami François Payotte appelle les légions, hein, avec la belle terminologie de Léon XIII et des textes bibliques. Légion, c'est-à-dire, c'est cet esprit du multiple, cet esprit de la division, cet esprit qui, justement, on en parlait un petit peu après la conférence, va venir affecter beaucoup les couples, justement, parce que les couples, ils ont un projet d'union. Alors, là où il y a projet d'union, hein, là où 2 ou 3 sont rassemblés, il y a la force d'amour, mais il y a aussi la force de l'ennemi. Alors, il y a aussi cette force de l'esprit légion, qui est l'esprit de division. Alors, cet esprit de division va s'exprimer sous toute forme, et c'est dans une praxis de l'exorcisme permanent qu'on peut arriver à quelque chose. Or, les anciens enseignaient une méthode qui peut sembler un peu désuète, mais qui est toujours celle qui est la plus puissante. Et concernant un cas comme celui-là, c'est-à-dire une attaque vibratoire, énergétique, qui touche l'un de ces centres éthérique, vital, qu'on appelle les chakras ou les roues de vie, ou peu importe les termes qu'on utilise, lorsqu'on est attaqué dans un de ces centres vibratoires, l'outil le plus efficace, c'est de conscientiser autour de soi un cocon énergétique. Cocon de lumière blanche, qui fait en sorte que lorsque on vous tire une flèche, cette flèche, en passant à travers cette lumière blanche, qui est un milieu d'exorcisme, se transforme en rose, se transforme en fleur. Bon. Alors, chaque fois qu'il y a une pensée négative qui vous est dirigée, il y a 2 méthodes d'agir. Il y a une méthode d'exorcisme d'apprenti sorcier, si vous voulez, qui est de prendre un bouclier ou un miroir et de réfléchir la pensée négative qui vous est destinée sur l'expéditeur, le retour à l'expéditeur, ce qu'on appelle le choc en retour. Ça, c'est une méthode barbare d'exorcisme. L'exorcisme réel et l'exorcisme dans une dimension d'évolution, comme celle qui anime le centre d'universalité, c'est de transmuer l'énergie négative qui nous parvient par possiblement cette aura de lumière blanche dont vous vous revêtez tout autour. Alors, c'est très simple. 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, à tous les jours, de façon régulière, de façon rituelique. Vous créez au niveau de vos corps invisibles une force, une énergie, qui va faire en sorte que cette énergie étant établie, vous ne serez plus attaquable, vous serez inattaquable. Vous serez dans une disposition énergétique où on ne pourra pas vous prendre d'assaut. Parce que la lumière blanche ne se laisse pas pénétrer par les ténèbres. C'est les ténèbres qui disparaissent lorsque la lumière s'allume. C'est ça le principe de l'exorcisme. Lorsque Mario Gosselin, le relationniste ici, éteint la lumière, il l'allume de l'autre côté pour dire que ça va être bientôt le temps de reprendre la conférence, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une démonstration magistrale de la puissance de l'exorcisme. C'est-à-dire le fait que lorsqu'il fait noir, vous n'avez qu'à lever le bouton, mettre le courant, et puis le noir est complètement alchimisé, complètement transmuté, et il n'existe plus. Parce que le noir n'a pas d'être. Le noir n'a qu'une identité, pour avoir des termes précis. Hein, il n'y a pas d'être. Alors que l'être, c'est cette lumière qui s'exprime. Et lorsque l'être s'exprime, toute illusion disparaît. Alors lorsque n'importe quel problème qui vient de l'extérieur vous touche, ça c'est le moyen efficace. Donc vous visualisez,
comme une lumière blanche qui vous entoure, qui forme vraiment une coque. Hein? Lorsque vous avez un problème, vous avez un problème à résoudre intellectuel. Il vous manque de concentration intellectuelle. Vous pouvez faire la même chose, mais avec la lumière jaune. Et alors, vous favorisez l'action intellectuelle. Lorsque vous manquez d'énergie, vous êtes anémique, vous savez plus, que vous êtes plus capable de vous lever debout, vous pouvez vous entourer de cette lumière rouge, donner un dynamisme, une force. Lorsque vous avez besoin d'intervenir dans un processus de régénération ou de guérison d'un autre, vous pouvez vous entourer de lumière verte. Ça, c'est un principe extraordinaire. Le fait d'utiliser des forces, des couleurs, des énergies vibratoires, des taux vibratoires, les concentrer par la force de votre volonté et de votre imagination, c'est-à-dire par l'homme et la femme que vous avez en vous, par votre dimension hermaphrodite, et là, vous vous servez de cette couleur. Ça, c'est une pratique quotidienne. Hein? Et lorsqu'on arrive à faire cela, on augmente considérablement cette force. Et c'est d'ailleurs ce qu'on enseignait autrefois dans les écoles sacerdotales, où l'on transmettait aux futurs intervenants dans le monde, aux futurs prêtres, on leur disait, lorsque vous ferez un baptême, vous irradierez toute la pièce de lumière verte. Lorsque vous ferez une confession, vous irradierez la pièce de couleur violette ou pourpre. Bon. Alors, lorsque, dans une vie de tous les jours, on a besoin d'intervenir dans une direction, qu'on manque d'énergie à un certain aspect de notre être physique, psychique, moral, n'importe quelle dimension, on se sert de cette énergie. Et en la concrétisant autour de soi, la force devient présente. Et comme la force d'imagination et de volonté et de pouvoir magique en l'homme, lorsque ce pouvoir s'exprime, mais si vous avez du verre qui est condensé autour de vous, tout ce qui, dans les plans invisibles, parce que étudier l'homme sur les plans visibles, c'est une illusion. C'est la plus bête illusion de notre rationalisme moderne. Il faut étudier l'homme beaucoup plus en rapport avec ses dimensions invisibles. Eh bien, dans les dimensions invisibles, tout ce qui coïncide avec ce verre, avec cette énergie d'intervention au niveau de la guérison, elle va entrer en résonance avec votre petite coque de verre. Et du petit verre que vous allez pouvoir avoir généré de par votre imagination, votre volonté, le verre cosmique ou le verre universel, vous prenez les termes que vous voulez, va venir s'y fusionner. Et alors, vous allez avoir une action très puissante dans cette direction. Bon. Alors ça, c'est une manière de se protéger. Et lorsqu'on ne sait pas quelle couleur prendre, parce qu'on ne connaît pas les taux vibratoires qui sont en jeu, c'est le blanc qu'on utilise, puisque dans le blanc, il y a toutes les couleurs. Toutes les couleurs vibratoires sont là. Lorsqu'on a besoin d'une couleur spécifique, parce qu'on connaît le problème de manière spécifique, là, on peut l'utiliser. Mais la couleur blanche, elle est toujours utilisable dans cette direction. Dans la question est très spécialisée au niveau du chakra du plexus solaire. Bon, ça, c'est un chakra important, le plexus solaire. C'est un chakra féminin, c'est un chakra de médiumnité, et c'est un chakra lié aux premières phases du développement psychique chez l'homme. Alors, si une personne est affectée au niveau de ce centre énergétique, c'est donc qu'elle est en phase d'un développement au niveau psychique. Et c'est très important. Parce que si vous avez un chakra qui n'est pas ouvert, si vous avez un centre vibratoire qui n'est pas éveillé, quand bien même que vous auriez une attaque, de quelque direction que ce soit, c'est pas ce centre-là qui va entrer en résonance. S'il y a un centre en vous qui entre en résonance, c'est qu'il est déjà en train d'entrer en opération. Lorsque ce centre entre en opération, il faut faire attention à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut faire attention aux effets négatifs de l'ouverture de ce centre vibratoire. Les effets négatifs de l'ouverture de ce centre vibratoire, c'est de vouloir demeurer dans l'illusion ou de demeurer dans la manifestation psychique. Parce que la manifestation psychique, c'est pas la fin du monde. Sauf que chez la plupart des gens, comme vous, qui vous êtes intéressés à l'ésotérisme, ça devient à un moment donné une espèce de summum, d'être capable de voir des choses, d'être capable de percevoir des choses invisibles, d'être capable de vivre des événements qu'on appelle psy ou qu'on appelle psychiques. Et si une personne est affectée à ce niveau-là, c'est qu'elle commence à avoir un potentiel à cette expérience. Or, pour se protéger, il y a la lumière blanche, mais il y a surtout de travailler au niveau de l'effet, hein, pour atteindre la cause, et de travailler donc au niveau des situations psychologiques dans lesquelles la personne pourra se trouver. Et ces dimensions-là, elles sont illustrées, par exemple, dans les textes du Nouveau Testament, lorsque les apôtres Pierre, Jean-Jacques, qui sont montés avec le Christ sur la montagne, leur dit, en voyant Élie et les autres personnages, on leur dit, campons ici, dressons nos tentes. Hein? Ben c'est ça. Lorsque on commence à avoir un éveil au niveau de ce chakra, qui coïncide ce chakra avec le mont de la transfiguration, lorsque on commence à être éveillé à ce niveau-là, eh bien, on a envie de camper.
Hein? Eh bien, c'est ça qu'il faut faire très, très attention. Ne pas camper dans la dimension psychique. Ne pas camper dans des espèces d'effets secondaires qu'est le psychisme, mais de se retirer de cela pour aller plus loin, pour monter plus haut. Alors, le Christ a dit non, on ne campe pas ici, on descend bas. Alors, il faut éviter de camper dans cette sphère psychique puis redescendre. Pourquoi? Parce que si vous campez là vous avez l'attaque. Là, vous avez tout ce qu'on appelle les cas de possession, d'envoûtement, d'obsession qui se produisent là. Et c'est pourquoi la question est très intéressante, parce que c'est un centre énergétique où il peut se produire un contact avec des intelligences qui n'ont pas la grande intelligence légion dont on a parlé tout à l'heure, mais qui sont toutes les petites intelligences désincarnées ici et là sur les plans invisibles, qui cherchent à prendre aussi contrôle du corps pour leur propre expérimentation. Et c'est par ce centre-là, très souvent, qu'ils entrent en contact. On dit c'est un centre de perception psychique involontaire, et c'est un centre où la possession, où le contrôle de certaines entités peut être plus ou moins probant, plus ou moins puissant. C'est donc une porte d'entrée qui est la porte psychique, qu'il faut surveiller. Et dans les années qui viennent, vous allez voir de plus en plus de problèmes psychiques, de problèmes psychologiques, de problèmes de déséquilibre, parce que les centres en l'homme s'éveillent. Et ces centres le mettent en rapport avec des mondes, avec des plans de conscience, avec des plans d'énergie avec lesquels il n'est pas familier. Et étant en contact avec ces plans, s'il n'a pas développé en lui la volonté, il se laisse manipuler. Il se laisse manipuler de façon absolument éhontée. Et c'est ce qui va se produire. C'est pourquoi, dans l'avenir, l'une des sciences les plus importantes qu'il y aura sur la Terre, ce sera la science d'exorcisme. C'est-à-dire la capacité d'intervenir et d'empêcher cette incorporation. Alors, c'est un lieu d'incorporation. Et c'est lié à la tête. La question, eh bien, c'est lié à la tête parce que la tête est le lieu où siège l'esprit, où siègent également ces forces qui sont multiples et qui viennent s'intégrer, qui viennent incorporer l'individu. Alors là, c'est une question qui nous entraîne dans toute cette compréhension du phénomène de l'exorcisme, mais pas à la Hollywood, de l'exorcisme que l'on peut faire dans certaines circonstances avec des outils très simples comme ces auras de lumière pour redynamiser certains principes énergétiques en soi, et des exorcismes qui sont faits par une attitude de vie face à des situations, face à des problèmes, bon, un peu comme on en a parlé dans la première partie. C'est là que l'exorcisme se passe. C'est pas dans les grandes cérémonies. Je vous dis pas que les cérémonies d'exorcisme sont sans utilité. Au contraire, elles sont très utiles dans certains cas. Mais c'est pas pour la majorité des gens. La majorité des gens ont à utiliser les principes de vie, qui les mettent en dehors de ces influences néfastes, immondes, ces influences qui sont négatives, en un mot. Et si on en arrive à cette attitude de vie, ben, on n'a pas de problème avec ça. Donc, au niveau des chakras, c'est tout ce que je pourrais vous dire pour le moment parce que c'est très subtil, c'est très délicat de parler de ça. Parce qu'il y a des concentrations, des exercices très précis au niveau de ces différents centres-là. Ça ne se donne pas, ça c'est des secrets. Faut garder ça. Ça ne se donne pas en public. Et il y a quand même, tout à l'heure j'ai dit les secrets, il faut pas trop en avoir, mais il y a quand même un discernement. Il y a des choses qui peuvent pas être données publiquement, at large, comme ça, sur des cassettes. Il y a des choses qui sont adaptées à chaque individu et qui nécessitent une bonne compréhension de ces plans énergétiques. Et ça se donne autrement dans d'autres cadres qui existent d'ailleurs, séminaires, des choses comme ça. Mais autrement, la question, je vous dirais, c'est cette aura de lumière blanche qui est la meilleure arme adaptée à notre conscience actuelle, c'est-à-dire qui ne provoque pas le choc en retour et qui est une arme de transmutation. Et à chaque fois que vous transmutez un peu, eh bien, c'est l'univers, finalement, que vous arrivez à transmuter. Vous captez le poison et vous rejetez le gaz de vie, comme la plante. Hein? La plante capte les poisons, CO2, et rejette le gaz de vie, l'oxygène. Nous devenons éventuellement une plante, c'est-à-dire une entité qui alchimise sur la planète et qui transmute les forces noires en forces blanches. C'est le rôle de l'homme, c'est de transmuter. C'est essentiellement de transmuter à tous les niveaux. Hein? Et s'il arrive à transmuter, l'opposition disparaît. S'il arrive à transmuter, toute force qui voulait l'investir ne peuvent plus, parce qu'il est dédié, il est dédicacé à la transmutation. Donc, une personne qui est dédiée à la transmutation ne peut pas être investie par une entité qui serait contraire à ce mécanisme ou à ce principe. Maintenant, quand ces tentatives de faire des exercices ou appliquer des méthodes ne réussissent pas et que la personne qui est à l'origine de ces problèmes, puisqu'il s'agit d'une personne, là, est-ce qu'il n'y a pas peut-être possibilité d'établir un courant de communication avec elle et puis de lui expliquer ce qu'elle nous fait dans son contact maladroit,
Puis si elle ne le comprend pas, de la mettre à la porte. On vous a déjà dit ça d'ailleurs. Hein? Si vous vous sentez bien avec, ça va. Si vous vous sentez mal, vous la mettez à la porte si vous vous sentez mal. Oui, je suis d'accord avec l'idée, c'est-à-dire que essentiellement dans nos relations interpersonnelles, avec nos relations avec les autres. Moi, j'aime pas tellement l'idée de voir intervenir sur l'autre. Je suis d'accord avec le dialogue. Là-dessus, je serais assez d'accord. C'est-à-dire que vous avez une personne, son contact, le fait que vous êtes près d'elle, ainsi de suite, a un effet sur vous. Il y a deux moyens. Celui que je vous ai présenté, c'est celui de réaliser que parce que vous avez une faille, parce que vous êtes faible, elle a un effet sur vous. Moi, c'est toujours le point de vue où je me place. Là, on peut se placer sur l'autre point de vue, puis dire, mais c'est l'autre qui intervient. Bon. Puis si elle n'intervenait pas, même si je suis faible, ça ne m'affecterait pas. Alors ça, on peut le faire. Alors vous pouvez dialoguer avec l'autre, vous pouvez échanger avec l'autre. Et ce qui va se produire à ce moment-là, c'est deux choses. Ou bien la personne va comprendre, va cesser sa relation maladroite, comme vous dites, ou alors elle ne comprendra pas, et puis vous allez la mettre à la porte, c'est-à-dire vous allez l'écarter. Mais je ne suis pas tellement en faveur d'écarter le monde. Parce que on parle de démons, en fait, mais démon, c'est un anagramme de monde. Hein. Je suis pas trop d'avis qu'il faille se retirer du monde. Au contraire, je pense qu'il faut y plonger de tout notre être dans le monde. Mais faire en sorte qu'on soit suffisamment fort pour qu'il n'y ait rien qui puisse nous affecter dans ce monde-là. Sinon, c'est une situation facile. C'est une voie de facilité que vous êtes mal à l'aise avec une personne, vous arrangez pour pas la rencontrer. C'est une situation de facilité. Parce que tôt ou tard, si vous n'êtes pas capable de rencontrer cette personne, il y en a d'autres que vous ne serez pas capable de rencontrer. Et tôt ou tard, vous allez devoir apprendre la leçon de la rencontrer, cette personne, et de l'affronter, en fait, ne pas être affecté par elle. Et si on est dans un monde... Parce que le monde, on veut un monde facile. On veut un monde où les difficultés tout autour sont les plus effacées. Et où les choses sont simples. Mais on n'est pas dans un monde facile, on n'est pas dans un monde où il n'y a pas de difficultés, on est dans un monde qui est très difficile, qui est très pénible, où il y a des épreuves qui nous bombardent tous les jours, à tous les instants, et où on doit toujours se tenir debout. Et c'est même le rôle de l'incarnation. Et le jour, comme je vous disais la semaine dernière, où ce sera seulement des beaux jours, comme le disait Goethe, ce sera l'affaire la plus catégorique, la plus terrible. Bon. Alors, les beaux jours, c'est pas tellement ce que l'on a à rechercher. On doit, au contraire, se mettre en situation de mauvais jours. On doit, au contraire, aller dans la tempête, affronter la tempête, et puis être en mesure de tenir droit, et que les vents de la tempête ne nous déplacent pas les cheveux, que l'eau de la tempête ne nous mouille pas, et que les vents de la tempête ne nous effraient pas. Être en mesure d'aller en plein dans le cyclone, en plein dans l'orage électrique, et puis pas être affecté. C'est ça. Hein? Et c'est même de dire... béni soit l'orage électrique, hein, que c'est merveilleux d'être dans une tornade. C'est pas de dire à la tornade, prends la porte, c'est d'ouvrir la porte à la tornade et puis lui dire, viens, tornade. Hein? Mais vous êtes là, puis vous n'êtes pas affecté. Il faut être bâti fort pour ça, parce que quelqu'un qui est accessible au niveau du plexus solaire, il n'y a pas cette force-là. Mais non, mais c'est justement pourquoi je dis qu'il faut qu'il la développe. Parce que la solution du rejet, c'est toujours une solution qui met une échéance un peu plus loin. Mais tôt ou tard, la personne qui a rejeté n'a pas augmenté sa force parce qu'elle n'a pas subi la résistance, n'a pas établi une résistance, et tôt ou tard, elle est face au même problème. Hein? Puis elle va être encore affectée au plexus solaire, puis elle va dire « je suis faible parce que je suis affecté au plexus solaire ». Ça va pas, ça. Il faut qu'elle établisse tout de suite la résistance. C'est toujours la même chose. À chaque fois que je donne des séminaires, des conférences, c'est une phrase horrible. Je disais ça hier soir à une réunion. C'est une phrase que je peux même plus entendre. Les gens disent « je suis pas prêt ». Alors ça, c'est la phrase qui peut me rendre le plus agressif possible, parce que c'est une phrase qui n'a pas de sens. Je suis pas prêt. Hein? On n'est pas prêt. On n'est pas fait. On est faible encore. On n'est pas encore capable d'affronter ceci. On n'est pas encore capable de passer à l'action dans telle direction. Ben voyons donc. Hein? On est fort. On est capable et on est prêt. Hein? Il s'agit simplement de le décider et puis de passer à l'action. De mettre l'autre à la porte. Si vous voulez le mettre à la porte, vous pourrez le mettre à la porte. Mais vous allez vous rendre compte un jour d'une chose bien importante, c'est que vous l'avez mis à la porte, mais vous l'avez mis à la porte de quoi? Hein? Temporairement.
Puis vous l'avez mis, Que la situation se représente, c'est bien certain. mais vous l'avez mis de quelle autorité, la porte? Hein, puisque c'est pas plus à vous, hein, cette salle avec la porte, que ça l'est à elle. Hein? Ça Quelle permet à la autorité personne vous avez? de se protéger temporairement. Parce que c'est pas du monde fort, ça, si c'est atteint au niveau du plexus solaire. Bien sûr qu'on passe tous par là, puis qu'il va falloir confronter la situation, il va falloir rentrer dedans, dans le mur, le descendre un jour ou l'autre, c'est certain. Mais On ne peut pas transmuter toute sa vie. On peut transmuter toute sa vie. En face de gens qui vous dominent continuellement, là, le monde très spirituel, très gentil, très bon, etc., ils passent leur vie à transmuter l'agressivité des autres. Oui. Et finalement, ils refoulent sous le couvert de leur bonté, de leur gentillesse, de l'agressivité, en fait, qui est refoulée. Puis qui, un jour, éclate. Il y a des refoulements, je suis d'accord. Mais la porte qu'il faut fermer, hein, c'est pas une porte, c'est là la porte. C'est le plexus solaire qu'il faut fermer. Hein? Bon, c'est un travail intérieur sur soi-même qu'il faut faire. Parce que si vous pensez qu'il y a une porte à l'extérieur, c'est une illusion, ça, la porte à l'extérieur. Vous vous faites l'illusion que vous pouvez vous sortir du monde, mais vous n'êtes jamais sorti du monde. Vous pensez que vous êtes sorti du monde pendant un certain temps, mais vous êtes toujours dans le monde. Hein? Puis si vous cessez un seul instant de transmuter, vous croyez que c'est pas possible de transmuter toute sa vie. Non seulement c'est possible, mais c'est une nécessité. Si vous arrêtez une seconde de transmuter dans votre vie, vous êtes assiégé par les forces négatives. Parce que la meilleure interprétation, la meilleure compréhension qu'on a eue dans le temps de ce phénomène-là, c'est les cathars qui l'ont eu. Hein, vous connaissez le mouvement cathare. Les cathars disaient qu'ils étaient plongés dans le monde et que le monde était mauvais. C'est ça qu'ils disaient. Autour, on est plein de choses mauvaises, mais les cathars étaient des bons hommes. Les cathars étaient des hommes qui développaient la catharsis, c'est-à-dire l'épuration, la transmutation d'eux-mêmes. Ils avaient une force extraordinaire. Les cathars étaient capables, par l'administration de leur consolamentum, qui était leur seul sacrement, c'est une doctrine chrétienne, ils étaient capables, par l'administration de leur consolamentum, de prendre une personne dans le monde, enlisée dans toutes sortes de choses négatives, dans toutes sortes de tentacules de ci et de ça, ils étaient capables de les prendre et puis de les entrer dans la dimension supramentale, dans la dimension universelle, dans la dimension de la pure libération. Ils avaient acquis une puissance extraordinaire, mais ce n'étaient pas des gens qui se disaient « je suis faible ». Hein? Lorsque vous essayez absolument de faire croire à la personne qui a posé la question, c'est qu'elle est faible. C'est une illusion, ça. Vous jouez un jeu psychologique qui masque quoi? Qui masque un désir de domination. Parce que là, vous allez vous dire « je suis fort ». Alors, vous allez présenter une thérapie qui est vôtre pour cette personne faible. Non, quand une personne est en état comme ça d'être investie, à mon avis, elle doit faire respecter son espace vital. C'est la première chose qu'elle devrait faire. Je suis d'accord avec tout ça. Mais ce que je veux... Son territoire psychique, mental, physique. Ce que je veux illustrer surtout, c'est que, au-delà de tout ça, je suis d'accord, personne ne peut aller dans son territoire physique, mental, etc. Mais ce que je veux faire et illustrer par-dessus tout, c'est le fait que ce qui est important, c'est sa transformation, et c'est qu'elle soit capable de se dire « je ne suis pas faible ». Parce que tant qu'elle va croire qu'elle est faible, c'est un autre mot qu'on ne peut pas se permettre de dire, tant qu'elle va croire qu'elle est faible, il n'y a rien à faire. C'est la doctrine qui veut que l'on soit né pour un petit bain. Tant qu'elle n'a pas reconnu sa force. Tant qu'elle n'a pas reconnu sa force. Mais comment voulez-vous qu'elle reconnaisse sa force quand tout le monde dit comme vous qu'elle est faible? En faisant respecter son espace vital. Je n'irai pas bien loin là-dessus, sauf en vous disant qu'il y a une espèce animale qui est spécialisée dans le fait de faire respecter son espace vital, c'est le loup. Parce que vous voulez que l'homme soit un loup pour l'homme, parce que vous savez, le loup c'est justement l'image d'ailleurs de l'animal qui détermine son territoire, c'est le loup. Alors il fait un territoire, il exclut tous les autres. Et le loup est l'image traditionnelle du magicien noir. C'est-à-dire celui qui va se mettre dans un espace qui va lui appartenir et il va mettre ses fondations. Il va établir ses fondations, il va dire maintenant, ça c'est mon espace, c'est ma personnalité, c'est mon énergie. Travaille sur moi. Il travaille sur sa personnalité. Et il enfle tellement sa personnalité qu'il en fait des murailles, qu'il en fait une ville, puis met les gens à la porte. Moi, ce que je propose, c'est pas d'enfler la personnalité, c'est de la détruire, la personnalité, pour qu'il n'y en ait plus de porte,
qu'il n'y ait plus de mur. Hein, parce qu'un mur avec l'autre, qu'est-ce que vous faites? C'est la même chose avec le désarmement. Qu'est-ce qui va commencer le premier à se désarmer? Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut poser la question. Il faut simplement, demain matin, jeter tous ces armes. Si, demain matin, M. Reagan détruisait tout l'armement des États-Unis, C'est envahi tout de qu'est-ce qui suite. se produirait? Il serait envahi, vous croyez? Il ne serait pas du tout envahi. Parce que s'il détruisait ses armes, les armes n'auraient plus d'effet sur lui. Il ne serait pas du tout envahi. Ça c'est de penser avec la mentalité de l'homme ancien. Non, avec la mentalité russe. Non, parce que les Russes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent seulement attaquer quelqu'un qui a une résonance avec eux. Si les Américains n'ont plus aucun sentiment d'hostilité et ne veulent plus dominer, il n'y a personne qui va pouvoir les attaquer. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Si la personne est forte et qu'elle se dit qu'elle est autonome, aucune force va pouvoir la toucher. Si elle se dit qu'elle est faible et qu'elle n'est pas autonome, elle va entrer en résonance avec toutes les créatures faibles et non autonomes qui vont vouloir l'assiéger. Alors, si demain matin, les États-Unis d'Amérique détruisaient, annihilaient toutes leurs armes, eh bien, demain matin, les États-Unis d'Amérique seraient le pays où s'exprimerait la plus grande liberté, et plus aucune arme dans ce pays ne pourrait affecter personne. Et si les méchants Russes venaient avec leur armée et tiraient sur le président américain ne serait pas affecté. Il ne serait pas touché du tout. Vous allez me dire, c'est une situation hypothétique. Elle est hypothétique, mais je vous mets au défi de l'essayer. Je vous mets au défi de l'essayer dans votre vie de tous les jours, en détruisant en vous ces armes, en détruisant en vous tous ces désirs d'expulsion. Hein, parce que ce que c'est le désir d'expulsion, c'est autre chose. Si vous êtes capable de faire ça, là, il n'y aura plus de problème. Là, vous n'aurez plus de gens qui vont vouloir entrer en vous. Pourquoi les voleurs y entrent chez vous? Hein, parce que vous barrez la porte. Alors, ils se disent, il doit y avoir quelque chose là. Hein. Laissez donc la porte ouverte. Les voleurs, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas, les voleurs, si vous laissez la porte ouverte puis que vous n'avez pas la conscience du fait que vous avez des choses précieuses que vous pouvez perdre. Hein? On est allé faire une tournée de conférences en France, et puis on laissait nos revues, puis nos choses dans l'auto. Alors les gens nous disaient, mais c'est pas possible, laissez vos choses à Paris, sur Paris. Alors, c'est pas possible de laisser vos choses sur Paris, dans votre automobile, comme ça, dans une rue. Ça n'a pas de sens. On s'est jamais fait voler. On n'a pas tout pris nos caisses, puis aller cacher ça. Des fois, on les a cachés, on s'est laissé influencer, mais parfois, on les a laissés, puis on ne s'est pas fait voler du tout. Alors, ça dépend de toute l'attitude de conscience que vous avez. Maintenant, je voudrais quand même revenir, puisque vous insistez pas mal, sur la question du cercle magique. C'est tout à fait vrai que les individus peuvent quand même délimiter autour d'eux, dans une certaine circonstance, pour un certain travail, un cercle d'énergie, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre autour d'eux un circuit fermé qui va empêcher d'autres puissances d'entrer. Ça, c'est le principe magique du cercle, c'est-à-dire que vous savez qu'autrefois, les magiciens, lorsqu'ils faisaient des invocations de force plus ou moins douteuses, eh bien, ils se mettaient dans un cercle. S'ils étaient au milieu du cercle, pas de problème. Du moment qu'ils sortaient de l'enceinte du cercle, ils étaient investis par les forces négatives. Ça voulait dire quoi, ça? Ça voulait dire qu'ils se mettaient au centre d'une matrice, qui se mettaient au centre d'un monde, finalement, ce cercle. Bon, on a retrouvé ça plus tard chez les religieux qui se sont mis une cordelière autour. Bon, c'est toujours le même symbole du cercle qui entoure la personne et qui l'isole des plans négatifs. Mais elle ne doit pas s'isoler des plans négatifs pour s'isoler des plans négatifs, c'est-à-dire pour ne plus ressentir l'influence extérieure, mais pour se transformer, pour faire un travail sur elle-même ou sur le monde. Et c'est pourquoi le cercle magique est utilisé en magie, mais opératoire, lorsque le magicien travaille. Si vous faites un cercle autour et que vous ne faites rien, hein, ben c'est là que c'est le problème. Si vous faites un cercle autour pour faire un travail sur vous-même, là, je suis d'accord. Autrement dit, vous pouvez, comme vous dites, mettre à la porte la personne, mais seulement dans l'esprit de vous transformer vous, pour qu'ensuite vous puissiez sortir du cercle, parce que vous pouvez accepter peut-être l'idée d'être dans un cercle pour le restant de vos jours, mais personnellement, c'est pas du tout une idée qui me plaît. Parce que on peut se protéger, on peut se mettre dans une tour d'ivoire, on peut se retirer du monde, mais c'est pas le but, c'est pas le travail qui est à faire. Donc, le cercle, je serais d'accord, dans la mesure où c'est un cercle où vous allez apprendre votre force, vous allez apprendre votre puissance, vous allez apprendre votre autonomie, puis ensuite, il va falloir couper le cercle. Mais le problème, c'est que psychologiquement, c'est sécure, un cercle. Hein? Alors, une personne qui a dans sa nature une certaine faiblesse, elle va être tentée, elle va être portée à s'encapsuler comme ça dans un cercle, hein, puis ne pas faire le travail.
Bon. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu dangereux. Mais, en fait, ce que vous dites, je l'ai dit un peu auparavant avec l'aura de lumière blanche. Des limitations d'un champ autour de soi, mais qui n'affectent pas l'autre personne. C'est-à-dire, vous ne dites pas à l'autre personne de faire ceci ou de faire cela. Est-ce que vous vous rendez compte que si une autre personne est chez vous, vous lui dites « prends la porte », qu'est-ce que vous faites? Vous affectez sa propre liberté, qui est celle d'être chez vous. Vous êtes dominateur. C'est le conflit qui va se mener. Parce que vous allez la mettre à la porte, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir voler le soir, ou elle va lancer des roches dans votre fenêtre, ou peu importe. C'est ce qu'il faisait d'ailleurs autrefois. Prenez un message, mettrait près une roche, puis garochait dans la fenêtre. Hein, si on les mettait dehors, ben, c'est ça qu'ils vont faire. Alors, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de prendre la personne et lui dire « va-t'en ». Qu'est-ce que vous faites? Prenez la personne, vous vous dites « elle a un extérieur dans ma vie ». Alors ça, c'est votre problème entre les Russes et les Américains. On pense que parce qu'un autre intervient dans notre vie, nous affecte, nous dérange, nous influence, on a le droit, nous, de l'affecter, de la déranger et d'interférer dans sa vie. Alors on se dit, qui va jeter les armes les premiers? Ben, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut soi-même ne plus être la source de cette action, et ensuite l'autre ne peut pas nous toucher. Autrement dit, c'est jamais l'autre qui est en cause, c'est toujours soi qui est en cause. Mais on pense que c'est l'autre parce que on est dans un monde de dualité où on voit double. On voit double et on pense que ce qui nous achale sur les plans extérieurs, c'est autre chose que soi-même. Ça, c'est l'illusion. C'est la belle illusion. Parce que lorsque vous mettez votre belle-mère à la porte ou quelqu'un du genre, hein, lorsque vous la mettez à la porte, qu'est-ce que vous mettez à la porte? Vous mettez vous-même à la porte, c'est-à-dire vous vous divisez, vous vous déchirez. Vous vous déchirez dans votre propre maison. Et puis c'est sûrement pas la façon de procéder. Et c'est sûrement celle des fils des ténèbres, c'est-à-dire c'est sûrement celle des puissances de la magie noire, symbolisée par le loup. C'est pour ça qu'il faut tout tenter au niveau de la communication avant de passer à ces gestes-là. La communication, elle est bonne, mais il faut jamais la prendre au niveau des mots, si vous voulez. La communication, au niveau des mots, elle apporte jamais rien. J'ai lu dernièrement dans une leçon donnée dans une école ésotérique que dans l'ère du Verseau, tous les conflits seraient réglés parce que les gens s'assoiraient à une table et raisonneraient logiquement sur les problèmes. Ça, c'est la plus belle des inventions riemanniennes. Ça arrivera jamais une chose comme celle-là. Parce que ce ne sera jamais par la communication et le verbiage intellectuel qu'on va arriver à une unité. Hein. Alors, la communication, il faut faire très attention. Il y a un piège horrible dans la communication et c'est le piège de croire que les mots peuvent apporter le salut. Les mots ne peuvent pas apporter le salut. La connaissance peut apporter le salut. La compréhension des mécanismes, un peu ce que j'ai voulu vous présenter au niveau des esprits, des âmes et des corps, ça peut apporter le salut. C'est l'agneau, c'est la voie de la réalisation. Mais d'échanger des mots et de voir deux personnes qui vont s'exprimer, ça sera très bon, la communication, si on voit entre ces deux personnes des échanges vibratoires, des échanges énergétiques, une communion d'esprit. Mais si on y voit les mots, on n'arrivera jamais à une unité de l'humanité. Hein? Alors, si vous voulez aller faire l'unité du monde, et puis vous allez à Genève, ou vous allez aux Nations Unies, ou n'importe où, et puis que vous échangez des mots, vous échangez des concepts, vous échangez des modus operandi pour le désarmement, vous n'arriverez à rien. Hein? Parce que lorsque les Américains présentent leur modus operandi pour le désarmement, ça va pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Lorsque c'est les Russes qui présentent, ah non, ça peut pas aller. Bon. Pourquoi ça peut pas aller jamais dans une direction? Bon, c'est parce que l'homme, au niveau de la communication, lorsqu'il se laisse manipuler par les mots, il est toujours piégé. Parce que les mots ont une connotation riemannienne. Bon. Eh bien, de la même manière, votre communication avec la personne qui vous affecte. Hein? Si vous faites une communication ordinaire avec cette personne, vous allez activer le combat. C'est pour ça que les mots, ils sont très pernicieux. Si on ne comprend pas leur portée énergétique, si on les dégage pas de leur relation émotionnelle, de leur relation astro-mentale, et puis qu'on commence pas à réaliser qu'en fait c'est une tentative de lien amoureux que la communication. Mais il va falloir être drôlement fort pour avoir une communication avec quelqu'un qui semble être un agresseur, et puis d'y voir dans cette communication une communion amoureuse d'esprit. Ça va falloir être drôlement fort. C'est pourquoi la communication, elle n'est pas toujours l'outil le plus probant. Par contre, la communication, lorsqu'elle est faite à l'intérieur d'une relation
vous appelleriez intelligente, là, elle apporte un résultat. Parce qu'elle permet à deux individus qui se dégagent et qui s'écoutent parler, hein, là, elle permet un travail efficace entre les deux, parce que les personnes ont un détachement par rapport aux mots qu'ils disent, ont un détachement par rapport aux concepts qu'ils expriment, et ils sont en mesure de réaliser qu'en fait, ces deux discours qui apparemment contradictoires vont dans la même direction, vers une unité des deux personnes. Bon, je vais arrêter de vous obliger à transmuter mon agressivité, parce qu'on n'aura plus de salive tous les deux tout à l'heure, puis qu'il reste encore de nombreuses questions. Celle-ci, par exemple, après 51 ans de mariage, doit-on accepter de vivre avec un mari qui ne nous aime plus? Doit-on se servir de l'agressivité? À un moment donné, ce que je vais faire, puis c'est ce que je disais, ça peut prendre 51 ans à transmuter, à un moment donné, sans sortir de la situation. À un moment donné, ce que je vais faire, c'est que, puis ça s'en vient, on va faire une rencontre sur tous les problèmes liés au couple, toutes ces choses-là. C'est moi qui vais interviewer François Payette. Parce que François Payette a des compétences intéressantes dans ce domaine-là. Alors, je vous l'annonce officiellement, ça s'en vient. Ça va être imprévu, hein. Bonsoir, les rôles vont changer sans qu'on le sache. Et puis, ça va y être. Mais pour le moment, ce que je pourrais dire autour de ça, c'est toujours le même problème, mais qui revient avec des mots différents, des situations différentes, etc. Puis c'est un problème qui est attiré par des gens qui font vibrer cette vibration. Eh bien, pour moi, il y a la transmutation. C'est pas évident que 51 ans de transmutation, ce soit facile, ou ainsi de suite, mais ce n'est que la transmutation qui passe au-delà de l'illusion. Et je connais des cas, analysés d'ailleurs par une amie astrologue, qui se sont produits, où des personnes ont cru, en quittant, aller vers quelque chose de mieux, puis ils ont rencontré le même problème. Je ne dis pas que dans tous les cas, c'est comme ça. Et c'est pourquoi les problèmes au niveau des couples ne peuvent pas être répondus avec une réponse universelle, parce que dans certains cas, et disons que je m'avance un peu en disant ça parce que j'ai une position très traditionnaliste, dans certains cas, la rupture est souhaitable et même nécessaire. Bon. Dans la majorité des cas, elle est une illusion, parce que c'est un problème, c'est un conflit interne qui se passe. C'est simplement ça. Et ce que l'autre représente de si négatif qu'on n'a pas réussi à transmuter pendant 51 ans, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est un miroir de soi-même, d'une partie de soi-même qu'on n'a pas réussi à intégrer pendant ces 51 ans. Je ne vous dis pas que c'est le cas de cette personne. Je vous dis que dans la plupart des cas, 99,9% des cas, c'est ça. Dans l'autre 0,1% des cas, il y a une raison qui fait que la rupture doit être faite. Et cette rupture-là, il n'y a pas personne qui peut vous dire, ça doit être fait. C'est la personne elle-même qui doit se prendre en charge. Ce type de question, si j'acceptais d'y répondre, puis vous savez que ça fait quand même 2 ans, je pense que je donne une conférence ici tous les samedis soirs, depuis plusieurs mois, ça revient très souvent, ce type de question-là, j'ai jamais répondu. Toujours été dans des considérations générales, toujours semblé glisser ici et là. Pas seulement au niveau des couples, mais au niveau de toutes sortes de problèmes personnels de ce genre-là. Parce que si je le faisais, hein, je créerais une relation négative d'échange, de conversation. Parce que je n'ai pas à donner une règle de conduite à personne dans aucun cas de vie. C'est pourquoi je suis d'accord pour aller répondre à des questions qui touchent le quotidien. Mais je suis jamais d'accord pour répondre à ce genre de questions-là. Parce que ce sont des questions qui nécessiteraient qu'il y ait une réponse, puis il n'y en a pas. Pas de réponse à ça. Si moi je donne une réponse par rapport à un individu, c'est pas en rapport avec 50 individus, parce que c'est exactement la même chose que tout à l'heure, l'individu qui mange, puis l'individu qui mange pas. Bon, il y a des gens qui jeûnent par principe, puis il y en a d'autres qui s'empiffrent. Bon, eh bien, ceux qui s'empiffrent, il y a une façon de fonctionner dans la vie, puis ceux qui jeûnent par principe, ils ont aussi d'autres méthodes à appliquer dans leur vie. C'est-à-dire que selon le niveau d'évolution où on est, on doit se conformer à certaines règles, à une certaine ascèse, à une certaine façon d'entrer en communication avec le monde qui est très différente. Alors, si moi je suis à tel niveau, j'ai des responsabilités, des devoirs et une façon d'aborder le monde qui correspond à mon niveau. Puis je dois le respecter. Et puis si une autre personne est à un autre niveau, elle a aussi tout son bagage qu'elle doit respecter. C'est pour ça qu'on peut pas répondre à une question comme ça. Parce que ça dépend d'où vous êtes. Ça dépend des défis que vous avez acceptés. Ça dépend de ce que vous avez décidé dans les plans invisibles de faire avant votre incarnation.
Hein? Peut-être vous avez décidé de vivre 70 ans avec cette personne-là. Alors après 51 ans, c'est un commencement. Hein? Mais peut-être que vous avez décidé de vivre 51 ans avec cette personne-là. Et là, c'est le terme. Hein? Mais c'est pas moi qui peux vous le dire si c'est le terme. C'est une écoute de soi-même. C'est une analyse par soi-même de ses problèmes. Et s'il y a quelqu'un qui vous donne une réponse, vous êtes certain que c'est un voleur. Vous êtes certain que c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. Parce qu'on ne peut pas donner une réponse à ça. Et si on le fait, on viole le premier principe de développement de l'homme nouveau. Et le premier principe du développement de l'homme nouveau, c'est l'autonomie. C'est de dire à la personne, marche sur tes propres jambes. Tu as un problème, arrange-toi. Autrement dit, c'est de dire ce qu'on disait dans les anciennes initiations, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même. Le candidat à l'initiation était dans un problème dramatique, dans une situation particulière. Hein. Il avait reçu les outils. Ce que nous donnons dans les conférences, c'est des outils généraux. On vous parle de grandes théories, de grands principes qui s'appliquent quand même dans un certain quotidien. Ça, c'est les outils. Après ça, vous êtes confronté à des problèmes, bien, c'est là le défi de l'initiation. Et celui qui vous a donné les outils ne peut que vous dire, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même. Puis si tu ne l'es pas, bien, tu vas apprendre à l'être. C'est simplement ça qu'il peut dire. Alors, ne pas dire cette phrase, c'est bête de dire cette phrase-là. C'est dur, ça donne un coup, ça donne un choc. Hein? Mais si on ne dit pas ça, puis qu'on dit à la personne, mais oui, tu devrais peut-être faire ceci. Là, on n'est pas du tout dans la chose. Et si vous me demandez, à moi, quoi faire, je vous le dirai jamais. Parce que je n'ai jamais accepté de faire ça. Je n'interviens jamais dans la vie privée des gens. J'ai des gens avec qui je travaille depuis 5 ans. Par exemple, à Sherbrooke, dans les séminaires de formation mystique ésotérique, il y a des gens que ça fait 2 ans qu'ils suivent les séminaires. Jamais je leur pose une question sur leur vie privée. Jamais j'interviens d'aucune manière là-dedans. Si ils me parlent eux-mêmes de leur vie privée, j'écoute. Ensuite, je dis rien. Je n'ai jamais intervenu pour dire, toi, tu devrais faire ça, toi, tu devrais faire ça. Bon. Puis, j'ai jamais cherché à savoir ceci ou cela. Je leur donne ce que je considère comme étant les principes qu'on m'a transmis. Je leur transmets, puis ça s'arrête là. Ils ont des problèmes dans leur vie quotidienne. Je suis toujours heureux de discuter avec eux de ça, puis c'est normal quand on est avec des gens d'en discuter, mais je leur donnerai jamais de réponse. Je leur dirai jamais tu devrais faire ceci ou faire cela. La personne va, autrement dit, après avoir exposé son problème, peut-être avoir trouvé les solutions par l'échange, par le dialogue, c'est parfait, mais c'est pas moi qui va lui avoir dit quoi faire. Et ça, je le ferai jamais. Parce que c'est une méthode négative. Et ça développe des personnes qui sont en proie de réponses sur des problèmes qu'ils doivent eux-mêmes solutionner. Sinon, le travail ne se fait pas. Parce que c'est très facile de faire solutionner des problèmes par les autres. C'est très facile. C'est la solution miracle. Hein? On s'en va chez un psychologue quelconque, puis on lui dit « Qu'est-ce que je devrais faire? Hein? » C'est ça la quête du spécialiste aujourd'hui. On va voir son spécialiste médecin, on lui dit « Qu'est-ce que je devrais faire? J'ai mal à la tête, j'ai mal ici, j'ai mal là. » On va voir son spécialiste occulte, hein? Et puis on brasse des cartes, on lui dit « Qu'est-ce que je devrais faire? Vas-tu me marier avec elle? Hein? Est-ce que je vais rester encore toute ma vie avec lui? Hein? Mon mari me traumatise, etc. » Puis là, la tireuse de cartes ou le tireur de cartes va peut-être lui dire « Ah, mais il y a un cavalier ici, là. Ça devrait bien aller un peu plus tard. Hein? » Vous riez un peu de ça, mais c'est exactement la même chose que vous transposez à un autre niveau. Vous le transposez à un niveau psychologique, préparatoire ou supramental, peu importe. Hein? Mais c'est le tireur de cartes que vous voulez, là. Le tireur de cartes, il est dépassé, il fait partie d'une vieille tradition qui était la tradition de ne pas se prendre en main. Et au 20e siècle, il faut se prendre en main, parce qu'à la fin du siècle, ça va être ça l'épreuve. Hein? Puis ceux qui vont avoir eu leur réponse, ceux qui vont leur avoir dit « Ben oui, mais fais donc ci ou fais donc ça », eh bien ces gens-là, ils passeront pas le test. Parce que là, ils vont en avoir des réponses, mais ils vont avoir les réponses des manipulateurs, qui vont les amener là où ils veulent. Alors, ceux qui vont avoir développé en eux l'autonomie n'auront pas de problème. Parce que, en vertu de cette autonomie, ils ne se laisseront pas imposer de solutions. Parce que ce qui va se passer à la fin du siècle, pour la transition dans une nouvelle conscience, c'est justement des épreuves. Les gens vont se retrouver dans des situations où c'est pas possible, les épreuves qui vont être. Hein. Et les gens qui avaient tout abandonné vont se retrouver dans les églises à 2 genoux, hein, devant les lampions, à demander et à implorer une réponse à leurs problèmes. Parce que là, ils vont être au bout ils vont être au bout. Hein. Et alors, c'est là que Christ va descendre, ou le faux Christ va descendre sur son beau nuage, hein, tout manipulé par un producteur d'Hollywood. Hein. Et puis, d'Hollywood sur les plans invisibles. Et puis, là, il va donner les réponses aux gens.
Ah, il dit, ben oui, toi, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Vous devriez me suivre, moi, je m'en vais sur la planète ciel, hein. Vous me suivez. C'est ça qui va se produire. On n'a pas l'air de se rendre compte de ça et d'accepter de glisser dans du psychologisme individuel, c'est-à-dire de la réponse à des questions personnelles. C'est de favoriser ça. C'est subtil, on s'en rend pas compte, on pense qu'on fait bien. Mais tranquillement, on glisse dans un apprentissage mental et émotionnel à la réceptivité passive. Ça, on ne peut pas se le permettre. Autrement dit, on a deux choix. Ou bien, parce qu'on veut être gentil, etc., on glisse vers cette dimension réceptive qui est tout à fait négative, si on veut, ou qui est involontaire. Et alors là, on prépare des gens pour ce jeu, hein, de la fin du siècle ou de la fin du cycle, et ou bien on fait un travail qui est de dire à la personne, sauve-toi toi-même. Et ça, c'est pas facile. Ça flatte pas personne de se faire dire ça. C'est jamais plaisant de se faire dire ça. Mais c'est la seule voie pour arriver à quelque chose. Alors, vous allez trouver la réponse à votre problème. Vous allez vous dire, vous allez regarder la situation, puis vous allez faire un choix. Bon, peut-être que ce sera le mauvais. Hein? Puis peut-être qu'avec quelqu'un de plus compétent sur la Terre qui aurait pu vous éviter de faire le mauvais choix. Mais n'oubliez pas, on a fait le choix, plutôt, on s'est investi dans cette idée de choix il y a très longtemps. Hein? Lorsqu'on a décidé qu'on connaîtrait le bien et le mal, puis qu'on a mangé la pomme. Bon, lorsqu'on a fait ça, on a pris la décision que par la suite, on serait confronté à la dualité et qu'on devrait par soi-même développer le discernement de dire ça c'est vrai pour moi, ça c'est faux pour moi, ça doit être fait dans mon cas, ça ne doit pas être fait. Et on s'est exposé non plus à la voie de la sagesse, c'est-à-dire qu'on nous dise, qu'on nous révèle, que nos maîtres nous révèlent ce qu'on avait à faire, parce qu'autrefois, c'est les anges, c'est les instructeurs qui nous disaient tout ce qu'on avait à faire. On faisait pas d'erreur, on était beau, on était fin, mais on était innocent. Bon. On a décidé d'aller vers la vertu plutôt, c'est-à-dire de faire des choix personnels. Ça se peut que vous vous trompiez. C'est possible que vous vous trompiez en prenant une décision. Mais c'est mieux de se tromper, de faire une erreur, que d'agir de manière involontaire en demandant la réponse à un autre. Alors, les réponses qu'on peut avoir, elles sont principielles. Uniquement principielles. Génétiques. On exprime les grandes lois ou les grandes articulations du monde. Après ça, c'est à nous de prendre ces articulations du monde, qui sont des lois universelles, non aveugles, et puis de les adapter à sa propre condition. Et alors là, on se trompe, une fois sur deux peut-être, au début. On se trompe une fois sur deux, puis c'est pas grave. Parce que de l'erreur, on en sort de beaucoup augmenté. Si par exemple cette personne, en fait, le problème, c'est qu'elle n'a pas intégré une partie d'elle-même, puis que l'autre personne ne fait que lui réfléchir. Elle peut faire l'erreur de se séparer. Elle va tout de suite la découvrir, cette erreur, puisque à sa prochaine rencontre, elle va retomber avec le même problème. Elle va se dire, comment ça se fait qu'il est pareil comme l'autre? Hein? Alors là, elle peut pas avoir compris le message, puis se séparer encore. Puis la troisième fois, elle va dire, comment ça se fait qu'il est pareil comme l'autre? Hein? Puis si ça fait 18 fois, parce qu'elle est tenace, à un moment donné, elle va se rendre compte que c'est pas l'autre, c'est elle. Bon, elle va s'être trompée, mais c'est pas grave. Elle va retrouver la solution à son problème, ultimement. Hein? Évidemment, si quelqu'un lui avait dit, autrefois, si quelqu'un de savant ou de voyant lui avait dit, non, tu dois rester avec lui, elle ne serait pas trompée, mais elle n'aurait pas fait l'expérience. Puis peut-être toute sa vie, elle se serait dit, ben, j'aurais peut-être pas dû transmuter 70 ans. Hein? Alors, il faut soi-même passer à l'action. Il faut soi-même vivre les expériences, vivre la vie. Il y a que ça. Il n'y a que cette voie-là qui peut permettre à un individu, par la suite, de faire des bons choix. Et on ne doit pas laisser les autres faire des choix pour soi. Jamais. Si on laisse les autres choisir pour soi, on est dans une non-autonomie qui est inacceptable pour la fin du siècle. Qu'est-ce que la colère mentale? La colère mentale, simplement l'utilisation des forces, par exemple, de combativité qui sont en l'homme, de manière à ce que le mental contrôle. Par exemple, vous êtes dans une situation où il y a une personne qui vit avec vous et qui, ça va faire plaisir à M. Payotte, une personne qui est avec vous qui ambitionne toujours ça, parce que vous êtes un bon spirituel. J'en connais qui sont trop bons spirituels d'ailleurs. Alors, vous êtes bon spirituel, alors vous vous dites, je vais transmuter. Hein? Et puis, vous acceptez tout. Et puis, vous vous dites, c'est mon karma. Et puis,
c'est quand même Dieu en avant, tout ça. À un moment donné, qu'est-ce qui peut se produire? C'est que vous êtes exploité. Et vous êtes exploité jusqu'aux os. C'est-à-dire que la personne ambitionne sur vous et ça devient mauvais pour elle. Parce que elle, qu'est-ce qu'elle développe comme conscience? C'est que l'autre, c'est une espèce de source d'énergie qu'elle va exploiter. Puis elle ne prend aucune considération de votre divinité à vous. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? Vous pouvez mettre la hache. Hein? Alors vous pouvez mettre la hache, c'est-à-dire que vous décidez que là, ça prend un choc. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se ressaisisse un peu. Parce que là, elle s'est laissée aller et c'est vous qui êtes responsable. Parce que vous lui avez tout donné. Hein, c'est comme les enfants gâtés. Vous avez des enfants gâtés, allez pas dire c'est un enfant gâté. C'est vous qui avez été gâté. Qui avait été gâteux puis qui l'avait entraîné comme ça. Alors, à un moment donné, il faut prendre une certaine rigueur qui est nécessaire. Et ça, on va le voir la semaine prochaine dans les principes de l'éducation. Alors, ce qui est, à mon avis, ce qui va être une des conférences les plus importantes à l'intérieur donc de ce travail de conscientisation. Eh bien, à un niveau éducatif, là où vous pouvez intervenir. Et puis, si ça prend, parce que vous avez toujours été le bon, hein, le bon bonasse qui s'est laissé marcher sur le corps, qui s'est flagellé lui-même, hein, eh bien, à un moment donné, vous pouvez décider que c'est fini, mais pas vous laisser emporter et détruire au niveau émotionnel. Prendre la force de combativité qui est en vous, la diriger avec votre mental, puis prendre votre poing, puis taper sur la table. Ça, c'est une colère mentale. C'est-à-dire que vous prenez votre énergie de combativité, puis vous la manifestez. Hein? Quand vous êtes devant un groupe de morts, de personnes qui ne comprennent rien, autrement qu'en les frappant un peu, vous les frappez. Hein? Hegel, le grand philosophe supramental, disait « Le meilleur argument philosophique, c'est un coup de poing dans la figure. Hein? » Il était un petit peu agressif, vous allez me dire, mais il avait raison. Dans certains cas, ça prend ça. Dans certains cas, ça prend un coup. Hein? Alors, un bon matin, vous êtes assis à la table avec votre problème, avec votre personne qui est à problème. Et puis, pour reprendre les expressions d'une personne connue, vous êtes en train de manger votre Ice Cream Space. Et puis, là, il vous fait des commentaires. Vous avez trop mis de sucre dans votre Ice Cream Space, ou ainsi de suite. Hein? Là, vous cognez sur la table. Puis vous lui dites, là, c'est fini. C'est fini les commentaires sur mes Rice Krispies. Bon. Mais c'est ça une colère mentale. Mais vous n'êtes pas affecté. C'est-à-dire que vous lui faites ça, alors elle se dit, là, il se ressaisit parce que comme elle est dominatrice, évidemment, cette personne, eh bien, par le fait d'un acte qui s'impose, une autorité qui s'impose, elle va être touchée. Parce qu'elle est dominatrice. Donc, nécessairement, ça va la toucher. Vous n'êtes pas dominateur, ça ne vous touchera pas. Votre propre geste de colère, vous allez l'avoir programmé, vous allez l'avoir décidé, et ça ne dégagera pas en vous les effets pernicieux d'un corps astral qui s'agite ou qui est troublé. Ça va être un corps astral qui va condenser ses énergies. Le corps astral d'une personne qui se met en colère les contours deviennent tout imprécis, et puis il y a des couleurs sombres qui apparaissent, et puis tous les tourbillons de ce corps astral commencent à agiter toute la matière. Alors il se crée un désordre dans le corps émotionnel, qui a des répercussions dans votre corps vital, qui fait que vous êtes fatigué par la suite, ou vous avez des problèmes physiques. Mais bon, si vous faites une colère mentale, ce qui est intéressant, c'est que l'énergie de votre corps astral va se canaliser. Tous les courants de force, hein, si vous voyez le corps astral à ce moment-là, tous les courants de force, le contour du corps astral va se définir parfaitement, plus encore que si vous n'étiez pas en colère, hein, ça va se définir parfaitement, tous les courants de force vont se focaliser en un centre, puis là, l'énergie va être dégagée par la puissance du mental. Alors, votre corps émotionnel, à ce moment-là, est complètement sous maîtrise. Hein, de votre mental, et vous n'êtes pas affecté dans vos dimensions psychologiques par ce phénomène. Et ça, c'est une colère mentale. Et ensuite, la personne, elle risque de ne pas vous reparler de votre sucre dans vos Ice Krispies. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'elle va avoir eu ce qu'elle avait besoin. Mais vous n'aurez pas été affecté. Autrement dit, la colère, l'expression astrale de cette énergie d'agressivité, elle va affecter que ceux qui sont eux-mêmes dans cette vibration. Et vous, si vous êtes vraiment sorti de cette vibration, que votre mental vraiment trône en vous-même, que votre moi dirige votre corps, vous n'aurez pas de problème. Et vous ne serez pas affecté. Voilà ce que c'est une colère mentale en un mot. Comment peut-on orienter l'énergie agressive dans un projet concret? En utilisant la force de combativité
Prenons un exemple. Vous fondez une maison d'édition. Vous voulez publier des livres, des revues, des choses comme ça, sur l'ésotérisme, parce que vous vous intéressez à l'ésotérisme, puis vous voulez apporter la bonne nouvelle au monde entier. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous créez un projet d'édition, par exemple. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est que votre énergie de survie, qui est l'énergie de combativité, soit orientée dans ce projet. Alors, vous allez prendre cette énergie, cette force qui est en vous, vous allez la déplacer vers le projet, ce que je disais tout à l'heure. Ce qui fait, par exemple, que c'est la survie même du projet qui va être le but de votre action. Alors, toute cette force d'agressivité que vous aviez, hein, vous ne l'aurez plus, parce qu'elle va être sublimée et transférée au projet. Parce que le projet devient en quelque sorte votre raison d'être. Hein. Ça, c'est très intéressant, parce que vous allez vous rendre compte, de toute façon, si vous fondez une maison d'édition, vous n'aurez plus le temps d'être agressif. Hein. Vous avez plus l'énergie non plus d'être agressif. Vous allez tout mettre dans ça. Autrement dit, c'est se donner dans un projet, se donner dans une cause. Hein. Les gens qui ont des problèmes comme ça de colère ou qui ont d'autres, disons, vices ou déviations ici et là, lorsqu'elles sont en action dans un projet, c'est drôle que ces vices disparaissent. Hein, ou qui ne sont plus soumises à ces énergies. On s'est dit, comment ça se fait que j'ai pas fait de crise de colère depuis 6 mois? Ben, c'est parce que tu n'as pas eu le temps de faire des crises de colère. C'est-à-dire que tu n'as pas eu l'énergie non plus. Parce que ton énergie a été investie. Hein, toute la force de survie que tu avais, tu l'as investie dans un projet quelconque. Ben, cette énergie-là, tu l'as plus pour toi. Alors, tu ne l'as plus pour l'exprimer dans tes aspects négatifs, c'est-à-dire dans ton aspect d'agressivité, de luxure, peu importe. Parce que cette énergie-là, elle est ailleurs. On peut pas, l'énergie n'est pas limitée. Elle est limitée. Donc, vous en avez une certaine quantité, ça dépend où vous la mettez. Si vous la laissez stagner en vous, hein, la paresse est la mère de tous les vices. Si vous laissez stagner en vous cette énergie, elle va devoir s'exprimer tôt ou tard. Elle va s'exprimer par vos structures. Par exemple, les structures d'agressivité. Mais si vous la prenez et que vous l'investissez dans un projet, un couple par exemple, hein, c'est possible de se servir de l'agressivité pour constituer un couple. Parce que vous allez mettre votre force de survie, non plus pour votre moi, hein, mais pour le toi. Qui recouvre votre couple. Et c'est le couple qui va se nourrir de cette force primaire en vous de combativité pour la survie, et c'est le couple qui va survivre. Espérons que vous allez y survivre aussi. Hein? Mais c'est le couple qui va avoir cette énergie et qui va pouvoir globalement utiliser cette énergie et s'en servir. Alors c'est comme ça, c'est en prenant ces forces et en les mettant, en les investissant dans le projet en question que l'on veut réaliser. Faites-vous une nuance entre énergie et esprit? Rudolf Steiner affirme que tout est énergie et tout est esprit. C'est-à-dire que ces deux termes sont synonymes. On peut faire des nuances si on veut, mais le terme énergie, je pense qu'il a été très bien défini par Albert Einstein. Hein, c'est mc au carré. Hein, et si vous prenez cette définition d'Albert Einstein, ben vous pouvez nécessairement la mettre en rapport avec la définition de Blavatsky, qui est la définition de Steiner, puisque Steiner est un disciple de Blavatsky, dissident de Blavatsky. Blavatsky disait, l'esprit, la matière à son niveau le plus élevé, la matière, l'esprit à son niveau le plus bas. Alors, le mot général d'énergie, je vous donne une nouvelle définition, si on veut, puisque j'ai déjà employé d'autres définitions dans les conférences précédentes. Le mot énergie, on pourrait dire que c'est le mot général, générique, pour parler aussi bien de la matière que de l'esprit. Einstein parle beaucoup de la matière, mais il y a coïncidence entre matière et esprit dans ses thèses. Blavatsky exprime pour la première fois en ce monde que matière et esprit, c'est la même chose et qu'on a toujours eu une illusion de séparation entre les deux. Et lorsqu'on a compris ça, comme Steiner l'a compris, à partir de ce moment-là, le mot énergie devient le mot général pour parler à la fois de l'esprit et de la matière. Lorsqu'on parle de l'énergie cristallisée, on dit matière. Lorsqu'on parle de l'énergie sublimée, on dit esprit. Mais c'est de l'énergie. Donc, esprit et matière sont énergie. Alors, si vous voulez faire un lien entre esprit et énergie, vous devez faire aussi un lien entre matière et énergie. La combativité est reliée à la survie. En éducation, la combativité adulte-enfant, c'est-à-dire certainement la relation professeur et enfant, survient quelquefois parce qu'on tente de sauver sa personnalité. C'est donc l'orgueil qui est en cause. Vous avez dit qu'il faut développer la volonté, qui est un principe mâle comme l'orgueil, pour maîtriser l'agressivité. C'est donc combattre le feu par le feu.
Quelle est la place de l'humilité dans tout ça? Il faut faire une différence entre la volonté puis la volonté. C'est-à-dire que il y a la volonté de ce que vous appelez l'ego, ou la volonté de la personnalité, qui, dans une de ses formes excessives, est l'orgueil. Et puis il y a la volonté. Lorsqu'on exprime la volonté, ça n'a rien à voir avec un quelconque orgueil ou avec une quelconque dimension de la personnalité. Ce qu'on confond lorsqu'on pose cette question, c'est la volonté avec un grand V, des espèces de désirs volontés qui s'expriment à des niveaux multiples. Alors, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur la volonté qui est une. Et c'est très facile à identifier parce que les petites volontés sont multiples. Petite volonté de ci, petite volonté de ça. Hein. La volonté, elle est une. Elle s'exprime de manière multiple dans ses manifestations, je suis d'accord, mais elle est en principe une. Alors que tous ces petits désirs qui s'expriment au niveau de la personnalité et qui développent l'orgueil, eh bien, ces désirs n'ont rien en commun avec la volonté. Donc, la volonté est un principe de l'esprit. Les désirs volontés, si vous voulez, c'est un principe de la personnalité. Et à l'intérieur de ça, l'humilité, eh bien, c'est la seule voie. C'est-à-dire que pour que la volonté s'exprime, il faut qu'il y ait l'humilité. S'il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas de volonté qui peut passer. Parce que la volonté, c'est la faculté, la troisième faculté, la faculté du Père, la faculté la plus élevée au niveau de l'esprit qui prend en charge son être. Alors que l'humilité est une phase préparatoire au fait que l'esprit de vie, ou l'esprit supramental prenne possession de son véhicule, de son corps éthérique. La volonté, c'est l'homme-esprit qui prend possession de son corps physique. Et l'humilité, c'est la condition nécessaire pour que l'esprit de vie, l'esprit vital, ou supramental, ou l'esprit christique, prenne possession de son corps éthérique, ou son corps vital. Donc, avant que la volonté s'exprime, faculté du Père, il va falloir que l'humilité ait